Bon, on va commencer. Je pense que là, quasiment tout le monde est rentré. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé déjà une bonne matinée. On est largement en retard sur l'horaire. Avant d'accueillir Jérôme Fourquet, je voudrais juste saluer la présidente de l'Ordre des experts comptables qui nous rejoint aujourd'hui. Corinne Renard est arrivée et Corinne, je voudrais te remercier de ta présence et comme je l'ai déjà dit hier, te remercier de toutes les actions qu'on peut faire ensemble et notamment sur l'attractivité. Je pense que c'est important pour nos deux professions. Alors merci beaucoup d'être venu. Alors, on va accueillir aujourd'hui Jérôme Fourquet, que vous avez sans doute vu plusieurs fois dans l'émission C'est dans l'air. Jérôme, tu es sondeur et analyste, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP depuis 2011. Tu vas nous parler aujourd'hui des métamorphoses françaises et tu vas nous présenter le changement de notre modèle économique et nous expliquer le nouveau rapport au travail dans notre société. On vient d'en discuter longuement. Effectivement, tout le changement économique qu'on subit depuis le Covid et aussi le comportement des collaborateurs qui peinent à venir dans nos cabinets. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Je vous demande d'accueillir Jérôme Fourquet. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais essayer de parler pas trop vite pour ne pas me comparer à un prêtre en chair. Et donc, je vais vous présenter un certain nombre de travaux qu'on a pu mener dans le cadre de l'IFOP, ce qu'on a appelé les métamorphoses françaises. Et donc, on va mettre la focale sur deux grands chapitres. Tout d'abord, un élément de cadrage général, ce qu'on a appelé le basculement de notre modèle économique, comme on est passé d'une économie de la production à une économie de la consommation, qu'est-ce que derrière cela implique. Et puis, en termes d'aménagement du territoire, de paysage, de métiers qui sont exercés, d'imaginaires aussi qui sont construits. Et ça nous permettra d'arriver dans un deuxième temps sur un sujet que vous devez éprouver au quotidien en tant que dirigeant d'entreprise, c'est ce que nous avons appelé la perte de centralité du travail, c'est-à-dire comment la place du travail a considérablement évolué en quelques années. Alors, sans plus attendre, ce passage d'une économie de la production à une économie de la consommation, commerce, tourisme et logistique, des phénomènes comme ça, il s'est déployé sur une quarantaine d'années, depuis les années 80, et ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Néanmoins, si on devait retenir une période un peu emblématique, un moment un peu charnière qui viendrait symboliser tout cela, on pourrait retenir la période du printemps 1992. Alors, je m'excuse, nous sommes ici à Valenciennes et l'exemple sera parisien, mais le 31 mars 1992, c'était la fermeture définitive de l'usine de Renault-Billancourt, la grande citadelle ouvrière qui a marqué notre histoire économique, politique et sociale, les grandes grèves en 36, en 68. Il y avait encore à l'époque, en mars 92, 4000 salariés qui travaillaient sur l'île Seguin à Billancourt et qui produisaient des R5 qui sont ensuite partis se faire fabriquer en Yougoslavie. Quand vous allez aujourd'hui à Billancourt, sur l'île Seguin, il reste uniquement la grande passerelle et le portail d'entrée sur l'île comme unique vestige de cette histoire industrielle. Tout le reste a été démonté. L'île est une grande friche et à l'extrémité de l'île, vous avez une cité de la musique. Et si vous demandez à des franciliens de moins de 35 ans s'ils ont entendu parler de cette histoire, ils vous regardent avec des yeux ronds quand on leur explique qu'il y a 30 ans, il y avait une usine automobile de première importance aux portes de Paris. L'usine avait ses dépendances de part et d'autre de l'île. Et donc, on a gardé un grand bâtiment de facture industrielle qui s'appelle M70. Donc, dans le nom de code chez Renault, c'était Métal 70. C'était un atelier de métallerie. Et donc, aujourd'hui, quand vous allez dans ce bâtiment gigantesque, vous avez encore l'armature avec les poutres métalliques. Les architectes se sont fait plaisir, on a mis de la brique, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est le QG de BNP Real Estate.
qui est en lieu et place d'un ancien atelier de métallerie. Ça, c'était le 31 mars 92. 10 jours plus tard, le 10 avril 92, à l'autre extrémité de l'Île-de-France, inauguration en grande pompe de ce qu'on appelait à l'époque Euro Disney, qui s'appelle aujourd'hui Disneyland, Paris. Et donc en 15 jours, on est passé de Billancourt à Mickey. Et donc là, vous avez une illustration de la bascule d'un monde à un autre. Disney aujourd'hui emploie 16 000 salariés, ce qui fait de Disney le plus gros employeur monosite de France. Vous avez beaucoup de salariés qui travaillent pour Airbus à Toulouse, par exemple, mais sur un seul site, c'est Disney qui est le plus gros employeur de France. Il faut au moins ça pour accueillir les 16 millions de visiteurs comptabilisés chaque année au parc de Disney. Disney a reconfiguré tout l'Est francilien puisqu'on a fait venir l'autoroute, le RER, même le TGV. On a confié à Mickey d'énormes réserves foncières qu'il s'occupe à aménager progressivement avec un goût très particulier de l'urbanisme. Quand vous vous promenez là-bas, ça ressemble beaucoup au décor de Disneyland. Et donc, on a ce nouveau modèle, cette nouvelle économie qui s'est mise en place. Si on referme la parenthèse enchantée de Disney, nous sommes ici dans le Valenciennois, on revient sur ce changement de modèle et donc la première partie de l'équation, ça s'appelle quand même la désindustrialisation. Alors on est ici à Valenciennes et quand on parle désindustrialisation, bien évidemment, on pense à cette région, on pense à la région voisine de Lorraine, on pense à la construction navale, toute l'industrie textile. Tout ça, ces dégâts sociaux, ces drames, ont lieu dès le courant des années 70. Mais on a souvent tendance à oublier que, en fait, si on reste, pour filer la métaphore dans l'univers de la métallurgie, la désindustrialisation, ça a été un process de coulée en continu qui s'est jamais interrompu depuis. C'est pas uniquement la casse industrielle des années 70, ça a continué. Si nous prenons uniquement comme période de référence la période 2008 à 2020, pourquoi 2008, dernière grande crise économique que le pays a connue, la France a perdu la bagatelle de 940 sites industriels de plus de 50 salariés. Vous avez la carte ici des fermetures de sites industriels depuis 2008, et donc vous voyez que quasiment toutes les régions ont été touchées, puisque toutes les filières ont été impactées, qu'il s'agisse de la sous-traitance automobile dans la partie nord du pays, l'agroalimentaire dans le Grand Ouest, ce qui restait d'industrie chimique dans la vallée du Rhône, l'industrie du bois, de la pâte à papier dans certaines régions, du type les Landes par exemple. Et donc partout, des sites industriels ont fermé. Un des très nombreux avantages de l'industrie, c'est que, contrairement à ce qui se passait à Billancourt, souvent les usines avaient été installées dans des petites vallées, dans une sous-préfecture, et l'industrie avait cette capacité à irriguer, à mailler en profondeur le territoire. Quand dans ces vallées ou ces sous-préfectures, l'usine ferme, bien évidemment, c'est les emplois directs qui disparaissent. Vous connaissez ça par cœur. Mais vous avez également les emplois indirects qui disparaissent. Mais ça va bien au-delà. Il y a un grand géographe français qui s'appelait Armand Frémont qui a travaillé sur cette France industrielle et qui nous disait qu'en fait, toutes ces villes, elles étaient construites à peu près sur le même triptyque symbolique. Il y avait la première pointe du triangle, c'était le site de production, l'usine. La deuxième pointe, la cité ouvrière, qui avait été construite par la direction de l'usine pour loger les ouvriers. Et puis la troisième pointe du triangle, c'était le stade. Le foot au nord, le rugby au sud. Si on va chez Michelin à Clermont, le stade de rugby, il est au pied des usines Michelin. Si vous allez à Sochaux, dans le berceau de Peugeot, pendant longtemps, le stade s'est appelé le stade de la Forge, parce qu'il avait été construit en lieu et place de l'ancienne forge de chez Peugeot. Et donc, quand les usines ferment, en fait, c'est tout un monde qui s'effondre et un grand vide qui reste béant. On se tire souvent la bourre, du coup, entre l'hôpital public du coin et la grande surface, pour savoir qui a repris le flambeau du premier employeur de la commune. Alors, si on veut être totalement objectif,
ce phénomène d'hémorragie industrielle a été en partie stoppé depuis quelques années, puisque depuis 2016, si on fait la balance ouverture versus fermeture de sites industriels ou agrandissement de sites industriels versus fermeture, on est repassé en positif. Mais sans doute qu'on avait touché le fond de la piscine et que peut-être on a donné le coup de talon pour essayer de commencer à remonter, mais la casse a quand même été très spectaculaire. On se rassure souvent en se disant que c'est un phénomène qui a touché toutes les économies occidentales, mais sans même se comparer aux Allemands, parce que là, c'est même pas la peine de jouer. Si vous regardez ce qui se passe en Espagne, en Italie ou en Grande-Bretagne, tous ces pays ont aujourd'hui, dans leur PIB, un poids de l'industrie qui est supérieur à celui de la France. Hein, donc la désindustrialisation était particulièrement violente chez nous. Deuxième pilier de notre économie productive, qui lui aussi s'est considérablement contracté durant cette période, donc des années 80 à nos jours, ou 90 à nos jours, c'est l'agriculture. Alors là aussi, on peut dire, mais en fait, cette histoire commence bien avant, et vous aurez raison. Le remembrement, l'exode des populations agricoles, la mécanisation des exploitations, tout ça s'enclenche dès le lendemain de la Seconde Guerre, les années 50-60. Sauf que, comme disait le camarade Lénine, les faits, les chiffres sont têtus, et donc vous connaissez les chiffres. Si on regarde les effectifs agricoles, en 1988, donc il y a 35 ans, nous avions encore 1 million d'exploitations agricoles en France. Aujourd'hui, nous sommes tombés à 380 000. Donc on a perdu 2/3 de l'effectif en 35 ans. C'est donc le plus grand plan social sectoriel, mais silencieux, de l'histoire de France contemporaine. Ça s'est fait de manière beaucoup moins visible que dans l'industrie, et souvent en partie de manière moins douloureuse, parce que c'est à l'occasion du départ à la retraite de l'exploitant que la ferme a été cédée. Ça ne se voit pas forcément quand on se promène dans ces territoires ruraux, puisque le volume de la surface agricole utile du pays total a un peu baissé, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Que s'est-il passé? Eh bien, là où les agriculteurs qui sont restés dans la commune ont repris toute une partie des terres de leurs anciens collègues qui sont partis à la retraite. Sauf que ça a des implications sociologiques pour le coup assez profondes. À la fin des années 80, quand on compte encore 1 million d'exploitations agricoles, dans beaucoup de ces villages ruraux, les agriculteurs et leurs familles ne sont déjà plus majoritaires, mais ils représentent encore 30 à 35% de la population locale. Et comme on dit dans votre milieu, ils constituent la minorité de blocage, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans eux. Ils ont une vraie ascendance sur ce qui se passe dans la commune, et comme par hasard, c'est souvent un des leurs qui est le maire de la commune en question. 30 ans plus tard, à 380 000, même avec les familles, dans ces villages, quand ils représentent 10 à 15% de la population, c'est souvent le maximum. Souvent, ils ne sont plus maires de ces communes. Et donc, l'identité profonde de ces communes a changé. Soit on est dans des zones touristiquement attractives et on a bifurqué vers le tourisme vert, chambre d'hôtes, etc. Soit on est dans des endroits un peu moins attractifs touristiquement et on est devenu un peu un village dortoir pour les gilets jaunes qui sont venus accéder à la propriété à 30 ou 40 km de la grande ville dans laquelle ils travaillent et qui ont pu uniquement à ce prix-là pouvoir faire construire et devenir propriétaires. Et donc vous voyez que là aussi, tout ça a considérablement évolué. On pourrait également mentionner un troisième pilier de notre économie productive, hein, qui était moins développé, qui était plus localisé géographiquement, qui concerne le secteur de la pêche. Alors, dans votre région, il y a Boulogne-sur-Mer qui s'en sort quand même plutôt pas mal, mais là aussi, les évolutions ont été assez massives. En 1983, la France aligne plus de 11 000 bateaux de pêche. Il nous en reste 4 500 aujourd'hui. Et donc, si vous faites appel à vos souvenirs d'enfance, vous pouvez voir très rapidement comment les choses ont évolué. Quand vous regardez la physionomie du port de pêche où vous êtes allé enfant, ou du port tout simplement, et regardez la part qui était dédiée à la plaisance et à la pêche professionnelle, et comment le ratio s'est inversé en l'espace de 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de bateaux de pêche a fondu comme neige au soleil, et qu'en revanche, les cathares, les voiliers, les vedettes, etc., ont pris l'essentiel de l'espace. On a d'ailleurs donné naissance à une industrie nautique florissante,
puisqu'on a des champions mondiaux, mais qui se sont fait en partie la main sur le marché local, puisque la plaisance s'est beaucoup développée. Notre économie, durant cette période des années 80-90 jusqu'à nos jours, face à l'affaiblissement de ces moteurs productifs historiques, heureusement, n'est pas resté les bras ballants. Et donc, il y a d'autres secteurs qui se sont considérablement développés et qui ont quelque part pris le relais en termes de croissance et d'entraînement de l'activité économique pour aller vers un modèle qui est aujourd'hui organisé pour et par la consommation. Dans cette grande bascule, un secteur a joué un rôle emblématique, c'est bien évidemment le secteur de la grande distribution. Là encore, notre histoire ne débute pas dans les années 80. La saga de la famille Leclerc, là, le père de celui que vous voyez matin, midi et soir à la télé, commence dans les années 50 à Landerneau. Mais c'est à partir des années 80-90 que tous ces grands groupes, et donc on est ici en terre nordiste, donc on pense à la famille Mulliez, c'est à partir de cette époque que tous ces grands groupes ont passé la surmultiplier dans leur stratégie de déploiement territorial dans l'Hexagone. On vous a pris non pas le leader, mais un milieu de tableau, à titre d'exemple. Intermarché. Intermarché, en 1980, c'est 310 magasins en France. 10 ans plus tard, c'est 1385 magasins. Donc, vous calculez très vite, je vous laisse faire la division dans vos têtes, c'est 2 inaugurations par semaine pendant 10 ans, la cadence de déploiement, 2 inaugurations par semaine. Ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, on a encore rajouté 500 unités depuis, et donc aujourd'hui, Intermarché aligne 1832 points de vente. Quand vous allez sur le site d'Intermarché, ils revendiquent en moyenne un magasin tous les 14 km. Et donc, eux et leurs concurrents ont transformé la France en une gigantesque zone de chalandise. Dans une économie de la consommation, la matière première vitale, c'est le consommateur. Il faut que chaque gisement de consommateur soit quadrillé, irrigué par les points de vente. Ce développement de cette économie de la grande distribution a donné naissance à un élément paysager que le monde entier nous envie, qui s'appelle la zone commerciale de périphérie, qui fait que chaque chef-lieu de canton ou sous-préfecture qui se respecte se doit d'en avoir une à chacune de ses entrées cardinales, est, ouest, nord et sud. À côté du navire amiral qui est composé par le super ou l'hypermarché, sont venus s'adjoindre très rapidement beaucoup de boutiques de franchise dans les commerces spécialisés, équipements de la maison, articles de sport, animalerie, etc., bricolage. Dans un second temps, d'autres activités franchisées, restauration, les chaînes de pizzeria, de burgers et autres, puis les activités récréatives, les bowling, les laser games, les patinoires, j'en passe et des meilleurs. On peut même parler des multiplex, des grands cinémas. On a l'impression que ça existe depuis tout le temps en France. C'est une invention très récente. En 1993, on a 2 multiplex en France. Aujourd'hui, on en a 230. Donc, on a multiplié par 100 en 30 ans. Le premier a été créé à Toulon. Ça, on l'oublie un peu quand on est décideur parisien, mais la zone commerciale de périphérie, ça reste le cœur battant de la société française. C'est là où 70% du commerce s'effectue. C'est là où des millions de gens travaillent. C'est là où des millions vont consommer et voire aujourd'hui se divertir. C'est sans doute pas un hasard si, au moment de la crise des Gilets jaunes, ce paysage-là a été au cœur du mouvement. Les gens qui sont partis en manifestation, ils ne se sont pas donné rendez-vous au moment de la crise des Gilets jaunes, avenue du Général de Gaulle ou place de la Préfecture. Mais c'était le point de rendez-vous, c'était le rond-point de Decat ou le parking de McDo. C'est là où ça s'est passé. Parce que ces salariés de cette économie de la logistique, ils travaillent à proximité de ces territoires. Et donc, cette zone commerciale de périphérie, c'est le cœur battant de la société française. C'était aussi, si vous voulez, la saison 1 de la société de consommation. Maintenant, on est passé en saison 2, et la saison 2 n'efface pas la première saison, avec le développement du e-commerce, où là, maintenant, c'est plus uniquement la multiplication des points de vente, c'est la capacité à livrer le client jusqu'à chez lui.
Vous avez ici l'évolution du chiffre d'affaires de la FEVAD. Donc, c'est l'organisme qui fédère tous les acteurs du e-commerce. 8,4 milliards en 2005, 129 milliards en 2021. Je souhaite à toutes vos entreprises une courbe de croissance identique. Et donc, vous voyez le poids que tout ça a pris. Pour alimenter et permettre ce décollage, à la fois desservir ces très nombreux points de vente et puis maintenant livrer le client jusqu'à chez lui, il a fallu qu'un autre secteur d'activité se renforce considérablement, c'est celui de la logistique. Donc là, dans notre enquête paysagère, l'empreinte observable, c'est le rond-point d'après l'Intermarché en direction de l'autoroute. Vous allez immanquablement tomber sur la grande boîte à chaussures métallique. Dans le jargon administratif, un EPL, entrepôt et plateforme logistique, on en a 4500 de plus de 5000 m² en France. Autant l'économie industrielle était irriguée par le rail, transportait du pondéreux, du lourd, autant l'économie de la consommation est irriguée par le bitume et le camion a remplacé la locomotive, le train. En 1973, 45% du fret marchandise passe sur le rail, on a moins de 10% aujourd'hui. Et donc, c'est des nouveaux métiers, des nouveaux paysages, des nouvelles cultures qui se sont développées. Là, on avait repris les chiffres d'un article de presse de fin d'année 2018 qui répertoriait les métiers qui recrutaient le plus. Et vous voyez qu'en haut de la pyramide, on avait, comme par hasard, beaucoup de ces métiers qui se rattachent à la logistique, chauffeur-livreur, magasinier, préparateur de commandes, technicien d'exploitation logistique, les fameux caristes, etc., etc. On compte aujourd'hui en France 400 000 chauffeurs, poids lourds ou livreurs. Et donc, dans ce que nous, on appelait la France d'après, c'est la France d'après la métamorphose, vous avez plus de chauffeurs routiers que d'agriculteurs. Hein, donc, c'est pour vous dire, montrer un peu les grandes bascules. Donc, économie de la consommation organisée par la grande distribution, la logistique. Troisième secteur qui s'est considérablement développé durant la période, tout ce qui tourne autour de l'économie des loisirs et des activités récréatives. Donc on a parlé tout à l'heure de Disney, mais je vais maintenant évoquer un exemple provincial qui va nous amener dans le département du Loir-et-Cher, rendu célèbre par une chanson des fin des années 70. Et donc pendant longtemps, le Loir-et-Cher a eu une vitrine touristique héritée de notre longue histoire qui s'appelle le château de Chambord. Depuis quelques années, ils ont une deuxième locomotive touristique qui est encore plus puissante que Chambord, qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Et là, pour le coup, on peut dater au carbone 14. Quand est-ce que la couronne a changé de tête? Nous sommes en 2012. Que se passe-t-il cette année-là? Le gouvernement chinois, dans sa grande mansuétude, prête à la France un couple de pandas géants. C'est que les Chinois ne font que prêter. C'est Beauval qui se débrouille pour récupérer le couple de pandas géants. Il fait presque aussi beau que chez vous, dans le Val-de-Loire. Les pandas s'acclimatent à merveille, donnent naissance à 2 bébés pandas. Brigitte Macron est la marraine des bébés. On organise une émission télé au long cours, une saison aux zoo ayant pour cadre le parc de Beauval. Et on passe le million de visiteurs en 2012. On a atteint 1 550 000 avant Covid, et cette année, ils vont faire plus de 2 millions d'entrées à Beauval. Beauval, c'est une entreprise totalement privée, 850 salariés en vitesse de croisière, 2000 l'été avec les saisonniers. Dans un rayon de 30 à 40 km autour de Beauval, donc c'est le sud du Loir-et-Cher, toute l'infrastructure d'hébergement, Airbnb, gîtes, hôtellerie, camping, tout tourne pour et par Beauval. Avec ses 850 salariés en vitesse de croisière, Beauval, aujourd'hui, c'est le premier employeur privé du sud du département du Loir-et-Cher. Depuis que l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes en 2003, on retombe sur notre question de la désindustrialisation. Les autorités locales réfléchissent à l'opportunité de créer une bretelle d'accès autoroutière dédiée à Beauval pour que la clientèle du nord de la France et d'Île-de-France accède plus facilement au parc. Et donc, vous voyez que historiquement, on construisait des bretelles ou des portions de voies de chemin de fer qui reliaient les usines, les sites de production au réseau principal. Souvent,
la voie de chemin de fer rentrait même dans l'usine. Aujourd'hui, dans cette économie récréative, on va réfléchir à l'aménagement du réseau routier pour desservir ces points. Ce qui est intéressant, c'est que Beauval n'est pas au pied de la mer de glace, c'est pas le Mont-Saint-Michel. C'est un peu comme le Futuroscope ou le Puy du Fou. C'était pas forcément des régions ou des lieux qui étaient intrinsèquement touristiques. Et donc, comme ils disent dans leur jargon, ils ont créé la destination, c'est-à-dire qu'ils ont implanté une activité touristique et récréative et les flux de visiteurs sont venus jusqu'à eux sans même qu'il y ait historiquement des habitudes de venir dans ces régions. Vous voyez que la concurrence a parfois du bon, puisque la courbe rouge qui matérialise le nombre d'entrées comptabilisées à Chambord, c'est elle aussi mise à progresser ces dernières années, puisqu'on a franchi le million de visiteurs. Parce qu'en fait, toute la clientèle de Beauval qui n'est pas de la région vient passer le week-end dans le 41. Donc le samedi, on va voir les pandas. Puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire le dimanche avant de repartir? Donc vous tapotez sur Internet et vous apprenez qu'il y a un truc qui est apparemment assez intéressant, qui s'appelle le château de Chambord et qui vaut peut-être le détour. Et donc aujourd'hui, Chambord est dans la roue des pandas. C'est-à-dire que c'est Beauval qui est la locomotive touristique du département. Donc si vous êtes le patron de l'Office du tourisme du 41 ou le président du département, il faut vous soucier comme de la prunelle de vos yeux de l'état de santé des pandas parce qu'ils sont devenus la poule aux odeurs de votre département. Et donc vous voyez le poids de cette économie touristique et récréative dans des territoires entiers. Cette attractivité touristique se déploie partout sur le territoire, mais avec une intensité variable, puisque tous les territoires ne sont pas aussi désirables, qu'il s'agisse du tourisme ou de plus en plus du résidentiel, sachant que depuis le Covid, les deux sont mélangés avec des gens qui télétravaillent, etc., etc. Et donc, on ne se prononcera pas ici devant vous pour savoir s'il y a encore de la lutte des classes en France. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une lutte des places avec une très forte concurrence sourde qui se déroule chaque jour et qui met aux prises des millions de nos concitoyens pour pouvoir accéder aux endroits les plus désirables du territoire. C'est ce qu'on a appelé, nous, dans notre livre, la France triple A, la France instagrammable, celle qui fait rêver, celle où on veut habiter, celle où on veut partir en vacances. Et puis, vous avez, à l'autre extrémité de l'échelle de la désirabilité, la France de l'ombre, la France de la relégation, la France moche. Et puis, entre les deux, vous avez 50 nuances. Chacun aspire, bien évidemment, à pouvoir accéder au barreau le plus élevé. C'est humain. Ce qui est aussi humain, c'est qu'on a souvent les yeux plus gros que le ventre. Et quand vous arrivez dans ces échelons-là, vous regardez le prix du mètre carré et vous dites que ça ne va pas être pour vous. Et donc, la mort dans l'âme ou la queue entre les jambes, vous rabaissez vos prétentions et vous descendez dans l'échelon du dessous. D'où, à votre tour, vous évincez quelqu'un qui a un peu moins de moyens financiers que vous, qui va se faire cascader sur l'échelon du dessous. Et donc, il y a cette grande bataille permanente qui s'opère sur ce territoire. On est parti, pour construire cette carte, du principe que les 35 000 communes françaises n'avaient pas toutes un office du tourisme, mais elles ont toutes une page sur Wikipédia. Et donc, il y a un géographe et un statisticien de génie, Mathieu Garnier, qui nous a aidés et qui est allé aspirer sur 10 ans l'ensemble du trafic sur Wiki, sur les 35 000 pages des 35 000 communes françaises. On n'a pas reparamétré ça avec le poids de la population locale. Une commune plus peuplée va faire plus de trafic qu'une commune très peu peuplée. Et donc, on en a tiré un indice. Donc, vous avez en rose la France triple A, la plus désirable, celle qui fait du clic, celle qui attire l'œil. Et puis, en noir foncé, celle qui fait rêver personne. Donc, la France triple A, sans trop de surprise, le cœur des grandes métropoles, tous nos littoraux, y compris et surtout la côte d'Opale, la France du soleil au sud, la France des montagnes, plus quelques zones spécifiques. On vous a mis un encadré sur la route des vins en Bourgogne, il y aurait la même chose en Alsace. Et à l'inverse, la France en bon français backstage, la France des coulisses, les périphéries des grandes villes, les zones rétro-littorales où vous n'avez pas vue sur mer,
la France du Nord-Est, la France du pied des montagnes ou des fonds de vallée. Et entre les deux, vous avez toutes ces nuances. Et donc là, il y a toute une économie, tout un business autour de l'accès à la propriété, etc., etc. Avec chiffre qu'il faut avoir en tête, 15% de la population française qui déménage chaque année. Alors pas pour aller à l'autre bout de la France, mais un turnover très très fort. Hormis les talents du bonhomme, c'est pas pour rien que Stéphane Plaza squatte les antennes télé depuis si longtemps, c'est qu'il est sur un sujet qui passionne nos concitoyens, acheter, vendre son logement, l'embellir, l'aménager, les bons tuyaux pour optimiser le profil de son bien immobilier, etc., etc. Donc c'est un vrai sujet et c'est devenu un des moteurs de l'économie française. On a entendu en sortie... Alors, le Covid est passé par là et on a beaucoup entendu de choses autour de la revanche des villes moyennes. En disant, il y a le télétravail, beaucoup de gens en ont ras-le-bol des grandes villes, ils vont aller se mettre dans les villes moyennes. Alors, vous voyez sur cette carte que ça ne va pas être aussi évident que cela. Et un vieil adage paysan dit il pleut toujours ou c'est déjà mouillé. En fait, c'est les zones qui étaient touristiquement les plus attractives qui, aujourd'hui, sont en train de drainer la population des télétravailleurs. Historiquement, on avait deux groupes de population qui pouvaient choisir d'habiter là où elles voulaient. Les retraités aisés, la pension de retraite tombe à Vierzon comme à Saint-Malo, et on n'a rien contre Vierzon, mais Saint-Malo, c'est quand même très sympa. Donc, ils étaient plutôt sur le bord de mer. Et une autre catégorie de la population, c'était les professions libérales, notamment les professions médicales. Ils ont fait de longues études qui les a rendus très sensibles à l'eau de mer et au soleil, donc ils sont pour beaucoup au bord de mer. Et vous n'avez jamais entendu parler de désert médical dans le golfe du Morbihan, sur la côte d'Azur, vous avez tout ce qu'il faut. Le Covid est passé par là avec le surgissement d'une pratique qui s'appelle le télétravail. Alors attention, quand vous lisez la presse, on peut avoir le sentiment que la France entière est passée au télétravail. Pourquoi ? Parce que les journalistes télétravaillent, et comme d'habitude, ils pensent que les Français sont à leur image, et donc ils considèrent que voilà. Donc si vous avez un petit doute, vous allez sur le site de l'IFOP, il y a plein de chiffres qui y figurent, et vous allez apprendre notamment que 25% des salariés français télétravaillent 2 jours ou plus par semaine. Donc comme dirait la Palisse, ça veut dire que 75 ne télétravaillent pas ou très peu. Donc ça, la réalité aujourd'hui, notamment dans des territoires comme le Valenciennois, c'est encore le travail sur site. Néanmoins, ça fait quand même une masse considérable, 25% des salariés, qui télétravaillent 2 jours ou plus. Je caricature et je vais très vite. Vous avez en gros deux profils de télétravailleurs. D'une part, les employés de bureau, et qui se disent que eh bien, le rêve, comme on le voit dans les émissions de Plaza, c'est quand même la maison avec jardin, avec le barbecue et le trampoline. Pour pouvoir se payer ça, il faut que j'aille habiter à 30 ou 40 km de Lille, par exemple. Si je dois faire l'aller-retour 5 fois par semaine, ce rêve, l'accession, ce qu'on appelle le modèle Plaza majoritaire, ce rêve, il n'est pas accessible. Si mon gentil employeur accepte que je ne vienne plus que 2 à 3 fois par semaine, alors ça se regarde et sans doute qu'on va pouvoir organiser notre vie différemment. Et donc le télétravail pour ces catégories de population va se traduire sans doute par l'accélération du phénomène de l'étalement urbain avec la poursuite de la construction de logements à distance des grandes métropoles, même si on a un objectif qui s'appelle le zéro artificialisation nette, mais qui va être soumis à de très fortes pressions parce que la demande sociale demeure massive. Hein. Le rêve français, ça demeure la maison avec jardin. Notamment post-Covid et post-canicule, les gens des villes se disent nous, on ne veut plus revivre ça. Et puis la deuxième catégorie de télétravailleurs, c'est les managers ou les dirigeants de la première catégorie qui, eux, ne raisonnent pas 20-30 km de Lille. Eux, c'est le TGV. Et donc, ils ont déjà expérimenté ça pour beaucoup au moment du Covid.
ils sont allés se confiner au bord de la mer. Et le développement du télétravail va leur permettre de réaliser le fantasme historique qui s'appelle vivre et travailler au pays des vacances. Vous savez, le fin juillet ou fin août, quand il faut faire les valises, là, tout le monde dit mais pourquoi on retourne à Paris, pourquoi on retourne à Lille, c'est quand même sympa ici. Ben, le télétravail maintenant vous permet, si vous avez quelques moyens, de vivre là-bas. Ce slogan, hein, vivre et travailler au pays des vacances, c'est le slogan publicitaire d'une ville comme La Baule. La Baule, ils ont une campagne qui s'appelle La Baule, vivre et travailler au pays des vacances, et donc ils ciblent la clientèle, non pas nantaise, parce qu'elle était déjà là, mais parisienne, qui aujourd'hui prend le TGV à Montparnasse le jeudi midi et revient sur Paris le lundi soir ou le mardi matin. Et le reste du temps, promis télétravail depuis là-bas. La nature étant mal faite, cette troisième catégorie qui s'est mise en mouvement, ces cadres télétravailleurs, ils ont juste les mêmes goûts immobiliers que mes retraités aisés, mes professions libérales. Et donc, ils arrivent aussi dans les zones de la France AAA, d'où l'explosion post-Covid des prix de l'immobilier sur tous les littoraux français et dans certaines zones de villégiature privilégiée. Et donc, vous voyez encore le poids de cette économie touristique et récréative. Ce qui me permet du coup d'opérer une transition vers le deuxième chapitre, qui est ce qu'on a appelé la perte de centralité du travail. Alors, qu'est-ce à dire? Eh bien, tout simplement, on va le documenter avec des chiffres, c'est que le travail, aujourd'hui, n'est plus perçu comme étant au cœur de la vie des Français. Donc là, vous avez deux séries de chiffres, une première enquête de 1990 et une réalisée 30 ans plus tard en 2021. On demandait de manière très basique aux Français, pour chacun de ces sujets suivants, est-ce qu'il est très, assez, peu ou pas du tout important dans votre vie? Donc les chiffres se lisent en colonnes et font plus que 100, puisque c'était pour chacun des items. Est-ce que c'est très, assez, peu ou pas du tout important dans votre vie? Donc on a fait figurer uniquement les réponses. C'est très important dans ma vie. En 90, la famille, 81%, c'est très important dans ma vie. Deuxième sujet le plus central et le plus structurant de ma vie, le travail, 60%. Avec 25% des gens qui disaient c'est pas très mais assez important. Amis et relations, 40%, loisirs, 31%. On a reposé à l'identique ce questionnaire en 2021, sortie de Covid, en dépit des modifications dans l'organisation de la cellule familiale, séparation, naissance hors mariage, etc., etc. La famille résiste plutôt bien. 71% des Français disent toujours c'est très important dans ma vie. Le travail, on est passé à 24%. Donc on a perdu 36 points sur l'item le plus impliquant. On a à peu près 50% de Français qui nous disent c'est pas très important, c'est assez important. Mais le passage d'un cran à l'autre dit énormément. Concrètement, comment ça se traduit dans vos entreprises? Eh bien, c'est pour très nombreux collaborateurs, la semaine, c'est ce qui est entre les week-ends et les RTT. C'est comme ça que c'est perçu aujourd'hui. Il y a 30 ans, c'était la semaine et à la fin, il y avait le week-end. Maintenant, il y a les week-ends et les RTT. Et les trous au milieu, ça, c'est le travail. C'est ça la perte de centralité du travail. Les amis et les relations, on a gagné quelques points. Et les loisirs, on a gagné 10 points. Quand on a vu ces chiffres, on s'est dit, bon, l'enquête est peut-être... on est peut-être tombé sur une mauvaise cuvée. On est en 2021, sortie de Covid, donc on va refaire l'exercice. On l'a refait en 2022. On retombe exactement sur les mêmes chiffres. Sur le travail, on est tombé à 21% de très important. Et les loisirs, on est à 42 ou 43%. Donc vous aviez un facteur 2 au profit du travail en 1990, 60 contre 31. Et aujourd'hui, on a un facteur 2, mais au profit des loisirs sur le travail en sortie de Covid. Alors, tout n'est pas à mettre sur le dos du Covid. Comme souvent, les crises ne font qu'accélérer des tendances de fond. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le travail ne soit plus aussi central dans la vie des Français? Il y a d'abord une raison mécanique et objective. Les Français sont pleins de bon sens. Ils passent objectivement moins de temps au travail qu'il y a 30 ans. Vous avez sur cette courbe, en Bordeaux, l'évolution de la durée effective annuelle de travail en France, calculée par
une direction de l'INSEE ou du ministère du Travail. Alors attention, c'est emploi public et privé, indépendant, salarié, temps partiel, temps complet, vous ramassez tout ça et on fait une moyenne annuelle. Ce qu'on constate, c'est que la courbe est tendanciellement orientée à la baisse. Et si on avait fait remonter, je commence à 75, si on avait fait remonter plus loin dans le temps, on aurait vu une baisse tout aussi marquée. C'est une loi historique, on passe moins de temps au travail, congés payés, semaine de 8 heures, dans l'industrie, gain de productivité, etc., etc. Autre élément intéressant, vous voyez quand même qu'il y a des accélérations qui sont consécutives à des décisions politiques. Le premier rectangle vert matérialise l'arrivée de la gauche au pouvoir, 81, et donc dès 82-83, 5e semaine de congés payés, passage à la semaine de 39 heures, vous ajoutez élément extérieur au propos de ce matin, la retraite à 60 ans, mais en lien avec un débat récent. Et donc, on a une baisse mécanique de la durée effective. Autre période assez marquante, la fin des années 90, gouvernement Jospin, mise en place des 35 heures. Et donc là, nouvelle baisse assez massive de la durée effective du travail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre mes deux rectangles, sans même qu'il y ait eu de décision politique forte, la pente a continué de descendre. Petit élément d'ambiance, en 82-83, quand la gauche décide la 5e semaine de congés payés et de passer aux 39 heures, on est encore dans l'imaginaire du Front populaire. C'est-à-dire que le temps qu'on a arraché au patron, c'est la gauche et la puissance publique qui doivent l'organiser, ce temps libéré. Ce qui fait beaucoup ricaner dans certains milieux. En 82, on a un ministère du temps libre. Il y a un ministre du temps libre, parce qu'il y a une volonté d'organiser ce temps libéré. C'est à ce moment-là qu'on crée aussi l'Agence nationale du chèque vacances, comme les grands comités d'entreprise, etc. 18 ans plus tard, quand on fait les 35 heures, on ne prétend plus du tout organiser le temps libéré. Et c'est Ryanair, EasyJet, Netflix, Disney, Airbnb qui vont s'occuper d'organiser le temps libéré. Et donc, hormis cette baisse effective du temps de travail, vous avez aussi hors travail tout l'avènement de la société de loisirs qui fait résonner ses sirènes et qui fait entendre aux salariés français que la vraie vie est ailleurs qu'au boulot et qu'il y a quand même plein de trucs très sympas à faire le reste du temps. Encore une fois, autre élément d'ambiance, début de cette année, on devait être en février-mars, sur la radio de service public, France Inter, en matinale, un des sujets du journal, c'était l'annonce selon laquelle SNCF ouvrait à la réservation ses trains pour les ponts du mois de mai. C'est un sujet de matinale de service public, c'est surtout n'oubliez pas de réserver vos billets pour les ponts du mois de mai. Donc je reviens sur qu'est-ce que c'est que la semaine, c'est ce qu'il y a une fois qu'on a détouré les 35 heures, les RTT et les week-ends. Donc cet imaginaire du loisir et du tourisme, aujourd'hui du temps libre, a complètement élargi son périmètre. Et donc c'est un des éléments qui explique que pour beaucoup de Français, le travail ne soit plus au cœur de leur vie comme il l'était il y a encore une génération. Mais il faut aussi regarder ce qui s'est passé dans l'univers du travail durant cette période. On l'a vu tout à l'heure, désindustrialisation massive, multiplication des plans sociaux. Vous savez, un peu comme dans Orwell, on trouve des termes qui disent le contraire, plan de sauvegarde de l'emploi, etc. etc. Bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a des générations de Français qui ont vu leurs parents qui étaient dans les 60% qui disaient le travail, c'est très important dans la vie, être remerciés avec un coup de pied aux fesses à 52 ou 53 ans, en disant maintenant merci d'être venu, vous dégagez, on va faire autrement. Et donc tout ça a laissé des traces profondes dans des familles entières où des gens se sont dit, nous, on ne nous la fera pas, et donc on va calibrer quand même l'effort et ce qu'on va donner. Autre élément, et tout ça vous parlera, on est dans une période, années 90 à nos jours, où la financiarisation de l'économie s'est considérablement accélérée dans les grands groupes, mais aussi dans des entreprises de taille intermédiaire,
avec l'arrivée du private equity, avec aussi le retour sur investissement, les objectifs à 3 ans. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas là pour construire quelque chose qu'on lèguera à la génération d'après. Aujourd'hui, le temps s'est comprimé, il faut aller vite, il faut desservir le client beaucoup plus vite et il faut que le retour sur investissement soit très fort. Et donc tout ça dégrade la qualité du travail. Autre élément, cette période est aussi marquée par production très forte dans le public, mais par aussi mimétisme dans le privé, des process et des normes, qui a fait beaucoup changer le travail au quotidien pour beaucoup de collaborateurs. Je vous donne juste un exemple dans le secteur de l'hôpital, par exemple. On a beaucoup enquêté et interviewé les infirmières au lendemain du Covid. Et beaucoup d'entre elles disaient, mais en fait, parce qu'il y a un vrai malaise dans ces professions comme dans d'autres, nous, on s'est engagé là-dedans, pas pour devenir millionnaire. On savait que la paye n'était pas forcément mirobolante, mais on l'a fait par vocation, parce que nous, on voulait soigner les gens, on voulait s'occuper des gens. C'est pour ça que je suis rentré là-dedans. Sauf que quand je fais le bilan aujourd'hui de ma semaine, je passe 40 ou 45% de mon temps à remplir du tableau Excel et des bordereaux, et mon boulot a perdu de son sens. Les policiers vous disent la même chose. Depuis que je suis petit, je voulais courir après les voleurs, sauf qu'à chaque fois qu'on en attrape un, c'est 3 jours de paperasse, et donc le boulot a perdu de son sens. Et donc la paperasse, vous connaissez, et vous voyez comment tout ça s'est considérablement empilé depuis 20 ou 30 ans. Ce qui fait que nous, à l'IFOP, on n'adhère pas forcément à l'idée qu'on entend parfois selon laquelle les Français ont perdu le sens du travail. C'est plutôt le travail qui a perdu de son sens aux yeux de beaucoup de Français, plus les sirènes de tout ce qui se passe autour. Dans ce cadre-là, ce mouvement de fond va toucher tous les groupes sociaux, y compris des professions ou des secteurs qui, historiquement, étaient, on pourrait dire, durs au mal et qui ne comptaient pas leurs heures. J'ai échangé lors d'une intervention comme celle-ci en Bretagne avec un agriculteur qui me dit, il vient me voir à la fin et il me dit, mais oui, tout ce que vous avez raconté, moi le vendredi après-midi, je le vois bien, aujourd'hui quand je laboure mon champ sur mon tracteur, tous mes voisins ils tondent leur pelouse. Et sous-entendu, je suis un peu le dernier couillon à bosser le vendredi après-midi, tous les autres font autre chose. Je vous ai parlé tout à l'heure du très fort attrait du littoral pour les professions médicales. Le maire de La Baule disait dans une interview qu'il n'avait aucun problème à faire venir des médecins à La Baule, c'est quand même assez sympa. Mais il avait un vrai sujet, c'est que pour un médecin vieille génération qui partait à la retraite, aujourd'hui, il en fallait 3 nouvelles moutures pour écluser la même patientèle. Parce que le vendredi, on a kitesurf, le jeudi après-midi, on va au golf, etc., etc. Et donc, le vieux moule du médecin de famille qui enquillait 50 patients jour, c'est terminé. Je pense que vous avez le même type d'expérience dans vos activités. En période de bilan annuel, les fameuses charrettes, aujourd'hui, les gens disent, chef, à 18h, moi j'ai piscine, hein, j'ai autre chose. Et donc, c'est un mouvement de fond qui s'est propagé à l'ensemble de la société française. Si on regarde les choses sous une focale un peu différente, en 1993, on était sans doute dans un double équilibre. On avait posé une question assez basique, comme les sondeurs savent les poser. On demandait aux gens, aux salariés, quand vous faites la balance dans votre relation avec votre employeur entre ce que vous donnez, votre temps, votre implication, votre intelligence, etc., vos compétences, est-ce que vous en retirez salaire, considération, intérêt, avantages divers et variés, reconnaissance? Est-ce que vous diriez que vous êtes gagnant-perdant ou que le deal est équilibré? C'est très subjectif, mais c'est intéressant. En 93, double équilibre, dans la mesure où 54% des gens disaient la négo, le deal est respecté, c'est équilibré. Et pourquoi double équilibre? Parce que parmi la minorité qui disait que ce n'était pas équilibré, on avait quasiment la même proportion de gens qui étaient gagnants ou perdants. Donc collectivement, les choses se tenaient. On a reposé la même question l'année dernière. Vous voyez que la partie rouge du camembert a considérablement gonflé, et c'est quasiment majoritaire, à tort ou à raison.
48% des salariés disent « moi je suis perdant dans le deal ». On a encore 39% qui considèrent que la négociation est équilibrée, la relation est équilibrée, et on n'a plus que 13% de gagnants. Là, c'est du ressenti. Mais vous savez que quand un ressenti est partagé par une part substantielle d'une population, ça fait partie du paysage après. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bon, ils sont pas chiés quand même avec le salaire qu'on leur verse, les avantages, les facilités horaires qu'on a données, c'est quand même pas mal. Mais si vous avez la moitié de votre personnel qui dit, nous, on s'y retrouve pas dans ce qui se passe, c'est compliqué. Il y a sans doute à se questionner aussi sur quelque chose qui est très français, qui est sur notre capacité, pour ce qui est des managers et des dirigeants d'entreprise, à faire preuve de reconnaissance et de valorisation vis-à-vis des collaborateurs. Là aussi, je le concède, on est dans le subjectif, mais le subjectif pèse. Question assez basique. Avez-vous le sentiment que votre travail est reconnu à sa juste valeur par votre entreprise ou la structure qui vous emploie? Donc c'est une enquête qui date de 2018. Vous voyez que les Britanniques, les Allemands, les Américains, très majoritairement, entre les 2 tiers et les 3 quarts, disent « nous, on est reconnus pour ce qu'on donne ». Alors peut-être aussi que le travail étant un peu moins central pour eux, ils ont des attentes qui sont un peu plus faibles en termes de reconnaissance. Les Français se distinguent très clairement de le reste des populations, avec simplement 44% des gens qui disent « je suis reconnu », alors peut-être aussi parce qu'on a un peu le melon, à ma juste valeur par mon employeur. Et donc, il y a un vrai sujet à travailler sur cette question de la reconnaissance, du sens au travail, de comment on valorise les réussites, comment on est dans un management qui est moins vertical, moins dans le contrôle, plus dans l'autonomie, avec, ça ne vous a pas échappé, un élément d'ambiance économique qui a considérablement évolué, c'est que nous sommes à 7,2% de chômage. Et ça a été quelque chose qui a été complètement identifié et intégré par vos collaborateurs. Du coup, la phrase que jamais dans votre profession on a employé qui consistait à dire « si t'es pas content, il y en a 10 qui attendent derrière », aujourd'hui, c'est juste l'inverse. Il y a un président de la République qui a dit « il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du job ». Et beaucoup de gens l'ont expérimenté. Il n'y a pas un secteur qui ne soit pas en tension aujourd'hui. Et donc le rapport de force est aussi rééquilibré. Donc vous avez à la fois un changement de rapport au travail et, c'est plutôt une bonne nouvelle, un taux de chômage à 7,2. Vous vous souvenez de vos études en économie où on nous avait appris que le taux de chômage résiduel, et donc du coup le plein emploi, c'était entre 3 et 4%. On peut penser que dans la société française contemporaine, compte tenu du rapport au travail qu'on a décrit, compte tenu du modèle de protection sociale qui est le nôtre, à 7,1, on n'est pas loin du plein emploi. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de chômeurs, mais il n'y a pas une entreprise qui trouve facilement à pourvoir les postes qui sont vacants. Autre indice de et je terminerai par là, de ce changement de rapport au travail, cette courbe qui matérialise l'évolution de la création d'entreprises en France. Alors attention, et vous connaissez ça par cœur de par vos activités, beaucoup de ces entreprises ont souvent une durée de vie assez limitée parce qu'on ne s'improvise pas chef d'entreprise et c'est pas parce que on a toujours voulu faire des crêpes qu'on va pouvoir ouvrir une crêperie, etc., etc. On parlait tout à l'heure de la prolifération des coachs de vie, des sophrologues, des profs de yoga, etc., etc. Il y aura quand même du bois mort à la fin de la période post-Covid. Beaucoup de ces entreprises sont créées sous le statut d'auto-entrepreneur. Nous, c'est pas pour l'instant, et dans le propos qui nous intéresse, la survie potentielle de ces entreprises qui nous a attiré l'attention, c'est plutôt le mouvement de sortie du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Vous voyez que depuis le début des années 2010 jusque quasiment avant Covid et la crise du gilet jaune, en vitesse de croisière, on était aux alentours de 550 créations d'entreprises par an. Donc on avait sans doute atteint un palier. Et donc là, brutalement, on a quasiment doublé le volume.
Ça veut dire quoi? Alors, bonne nouvelle, la forme, le statut d'entrepreneur est de plus en plus attractif. Beaucoup de gens veulent se lancer dans ces métiers, dans ces types d'activités. Mais ça dit aussi en creux que beaucoup de gens ne se reconnaissent plus ou ne s'épanouissent plus dans la forme traditionnelle qu'était le salariat. Et donc, le fait qu'il y ait cet effet de sortie est un indice supplémentaire que le rapport au travail a très fortement évolué. Je terminerai par une anecdote. J'intervenais en Vendée auprès de chefs d'entreprise vendéens, quand même une région réputée pour leur rapport au travail. Alors eux, ils sont vraiment en plein emploi, hein, ils sont à 3% de chômage. Et il y avait un patron d'une entreprise de transport. Et à la fin, il me demande, Monsieur Fourquet, est-ce que vous avez déjà eu un lapin? Bon, je dis, non, j'ai pas eu de lapin, mais je vois ce que c'est. On dit, bah, voyez, le lapin, il est dans une cage. Si vous ouvrez la cage, il va se balader dans le jardin. Et ben après, vous ne ferez plus jamais rentrer dans la cage. Ça, c'est nos salariés après le Covid. Ils rentreront plus dans la cage. Voilà. Et donc là, vous avez une illustration animalière du changement du rapport au travail. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? Quelques questions? Non? Alors moi j'en ai une sur la problématique des migrations des populations. Forcément, il y a une différence de classe sociale, on le voyait tout à l'heure sur la carte. Ça risque à un moment donné de créer un clivage important. Géographiquement, on l'avait peut-être avant, on avait une belle voiture, une plus grosse voiture que le voisin, on avait une plus grosse maison que le voisin. Aujourd'hui, non seulement on va avoir cette différence matérielle, et en plus on va avoir cette différence géographique. Et en plus de ça, on va aussi, à mon sens, avoir une problématique sur les migrations dues aux problématiques de guerre, aux problématiques de climat, etc. Moi, je le constate régulièrement à l'endroit où j'habite. Effectivement, on a toute cette migration qui arrive pour partir sur les côtes anglaises. Alors, cette différence nationale, mais aussi internationale, ça peut durer combien de temps, en fait? C'est quoi la visibilité qu'on peut avoir là-dessus, et jusqu'au moment où le système risque, à un moment donné, d'exploser, parce qu'il y aura forcément un équilibre qui devra se retrouver entre les gens qui ont plus de patrimoine, plus de possibilités, et ceux qui n'en ont plus du tout. Alors, sur la question des migrations internationales, je vais être court. Et puis là, on parlait de la Côte d'Opale, c'est une région un peu particulière vous évoquiez les côtes anglaises, et donc tout le territoire n'est pas concerné au même chef par ça, mais tout ça se pèse un peu. Là où c'est plus massif, c'est l'engouement pour les littoraux et le rush très important et non démenti. Alors effectivement, on a une concentration des populations relativement aisées sur ces littoraux, avec des effets immédiats, renchérissement du foncier, et du coup, incapacité, y compris pour un certain nombre de natifs, de pouvoir rester habités avec vue sur mer. Avec des gens qui, s'ils veulent, si on n'a pas laissé un terrain dans la famille ou s'ils n'étaient pas déjà propriétaires, avec l'élévation du prix avant l'élévation de la mer, l'élévation des prix, vous êtes relégué 10, 20, 30, 40 kilomètres à l'intérieur des terres, avec des tensions qui, du coup, s'accroissent dans ces territoires. Il y a des régions françaises qui sont exposées de longue date à ce type de phénomène, par exemple la Corse, et les nationalistes corses ont fait toute une partie de leur succès électoral sur ce sujet-là, contre la bétonisation, etc. etc. Ils ont développé un concept qui s'appelle le statut de résident, qui dit, voilà, maintenant, si vous voulez acheter un terrain en Corse, il faut pouvoir justifier d'une ancienneté de résidence sur l'île. Alors, ça a été cassé administrativement parce que ce n'est pas conforme à la Constitution, mais ce sujet a fait couler beaucoup d'encre. Et donc, on retrouve aujourd'hui ce type de demande sur le littoral du Pays Basque, avec une loi qui était pour le coup votée, qui est différente, mais qui implique que si vous mettez à la location un bien immobilier saisonnier, il faut que vous ayez dans votre portefeuille un bien immobilier identique que vous mettrez à la location à l'année. Parce qu'avec Airbnb et autres, ce qui se passe, c'est que vous retirez de la location au long cours, donc pour toute une catégorie de salariés, une part colossale du parc immobilier.
Et en Bretagne, certaines listes aux dernières élections régionales avaient mis en bonne place dans leur programme la mise en place d'un statut de résident. Donc on voit que les choses se tendent. C'était déjà tendu historiquement au Pays Basque, mais maintenant c'est en Bretagne, notamment en sortie de Covid, avec cet afflux sur les côtes et des inégalités de répartition de population, avec le droit à la mer qui est de plus en plus dénié à des populations. On parlait en aparté tout à l'heure sur une région comme la vôtre, des communes balnéaires assez populaires comme Merlimont ou autres, aujourd'hui, à leur tour, sont embarqués dans un phénomène de gentrification avec une hausse des prix et des revendications. Alors dans l'affaire, en Corse comme ailleurs, si un méchant Parisien ou un méchant Lillois qui a acheté, il y a quand même un gentil local qui a vendu à un moment quand même, et qui a quand même pris l'argent. Mais voilà, donc tout le monde n'est pas perdant à chaque fois, mais il y a beaucoup de perdants. Et tout ça crée énormément de ressentiments. Et donc nous, dans d'autres travaux qu'on a pu mener, notamment à l'issue de l'élection présidentielle, on a pu montrer que vous avez des trajectoires de vote qui sont aujourd'hui en partie conditionnées par la distance à la mer. Si vous prenez le score du deuxième tour Macron-Le Pen, sur la côte atlantique, Macron, sauf exception, alors Touquet, c'est hors norme, mais sur tout le littoral atlantique, Macron est devant Le Pen, et il faut attendre 25 ou 30 km pour que Le Pen passe majoritaire. Et donc là, c'est indexé au prix de l'immobilier de manière limpide. Donc vous n'avez pas les mêmes classes sociales, etc. En Bretagne, la serveuse de la crêperie, le chauffeur de bus, si les parents n'ont pas laissé un terrain, aujourd'hui, il habite à 20 ou 30 km. J'avais échangé avec un fabricant de confiture qui était dans le littoral morbihanais. Il me disait, bah voilà, moi aujourd'hui, on a 30 salariés, j'ai fait mon petit tour là, tous habitent à 25 ou 30 km dans les terres, donc c'était après les gilets jaunes. Il y avait déjà pénurie d'emploi. Il dit, moi, il fait des confitures, donc c'est un métier un peu spécifique, donc j'ai difficulté à recruter. Et donc c'était le monde à l'envers. Il disait, on réfléchit au fait éventuellement de déplacer l'entreprise pour la rapprocher de la zone de résidence de mes collaborateurs. On revient dans certaines régions, je parlais tout à l'heure des habitats ouvriers, à des professionnels, peut-être à Beauval ou ailleurs, qui réfléchissent à comment ils vont redévelopper du foncier, du bâti, pour loger une partie de leurs collaborateurs dans les zones les plus tendues. Donc ça pèse très, très fortement. Et donc, alors, toute la France n'est pas littorale, il y a plein d'autres endroits, mais regardez la très forte pression immobilière sur toute la frontière suisse, avec les frontaliers qui vont travailler en Suisse. Et donc là, vous avez la même chose que sur le littoral, c'est à 30 ou 40 kilomètres, un étalement des classes sociales qui est hyper violent et qui s'opère. Et donc, quand vous enlevez les métropoles, les littoraux, certaines frontières, certaines zones très touristiques, une espèce de configuration un peu en peau de léopard, et puis vous avez toutes les autres zones où c'est un peu moins désirable. Voilà. Et donc ça crée des tensions, et ça va, je pense, peser de plus en plus dans le débat public. On voyait tout à l'heure sur la carte que tu nous as montré, l'endroit où on est était fort noir en fait. Ouais. Comme le sous-sol en fait. Alors là, sans jouer à Madame Météo, en fait, vous comprenez pourquoi il y a des bouchons l'été dans la vallée du Rhône. C'est toute la zone noire du nord-est qui descend au soleil dans la zone rose. Donc c'est là que ça se passe. Merci. Une question ? Merci pour votre exposé. Quel est votre regard sur l'intrapreneuriat ? Quel est mon regard Vos données, quoi. Alors, les données, vous avez vu les données entrantes, c'est-à-dire que c'est un statut qui intéresse quand même et qui attire beaucoup de Français. Et on n'est plus, et je pense qu'on n'est plus dans les années 80 où le patron avait une mauvaise image. Aujourd'hui, c'est plutôt valorisé d'être patron, sachant que, en termes d'opinion, le grand public fait une très nette distinction entre le grand patron et le patron, j'allais dire, à taille humaine, qui dirige l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est implantée à côté de chez moi, que je peux côtoyer. Donc voilà. Donc
le patron de l'entreprise à taille humaine, celui qui entreprend. Aujourd'hui, il y a eu là une très forte inversion des regards et c'est aussi aujourd'hui très valorisé. Avec néanmoins un danger que, à mon avis, vous devez observer dans vos activités, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément donné à tout le monde. Ça requiert un certain nombre de qualités et que pas mal de Français se projettent là-dedans d'abord en termes de liberté, d'autonomie, sans forcément mesurer aussi toutes les contraintes inhérentes à ce type d'activité. Donc il peut y avoir un effet déceptif avec pas mal de gens qui en fait sont allés un peu au bout de leurs rêves et puis parfois ça se termine pas forcément dans de bonnes conditions. Oui, je parle de l'intrapreneuriat, hein. Le fait de pouvoir entreprendre dans une structure où on est couvert, garanti. Je pense à des grandes sociétés, des banques, où on peut se lancer dans une activité de développement comme étant un entrepreneur, mais au sein d'une grande structure dans laquelle on a cette protection. Ah bah là, vous avez fromage et dessert. Hein, Oui, mais quelle est justement votre perception? Parce que ça paraît tellement intéressant. Et est-ce qu'après, le risque n'est pas de goûter à la chose sans prendre justement de risques et ensuite de partir? Voilà. Alors, quel est votre sentiment là-dessus? Alors, j'ai pas trop étudié la question. Je pense qu'effectivement, il y a le passage de seuil en disant si je me lance vraiment, il n'y a plus tous les parachutes. Typiquement, plus si vous faites ça dans le cadre d'une grande banque, en général, il y a ceinture et bretelles. Mais avant cela, quand même, pour le management, ça peut avoir une vocation, une utilité importante. On parlait tout à l'heure du déficit de reconnaissance, la volonté d'autonomie des collaborateurs par rapport à des process qui sont hyper normés. Et tout ce qui peut permettre de redonner de l'oxygène, de l'autonomie, donc là, quasiment aller jusqu'à une forme d'entrepreneuriat interne, à mon avis, s'inscrit plutôt comme étant potentiellement, ça doit s'étudier, mais une bonne réponse un peu à l'ère du temps, notamment dans les jeunes générations. Oui, non, mais moi, j'en suis convaincu, mais justement, est-ce que vous aviez, vous, un regard autre? Non, alors, j'ai pas, alors c'est quand même très pointu pour l'instant, mais ça doit se regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que les modèles managériaux très verticaux, très dans le contrôle, aujourd'hui, apparaissent très décalés. Et quand vous réfléchissez bien, on a une société, j'ai parlé du tourisme, des loisirs, où l'autonomisation de l'individu a été poussée quand même très très loin. Vous savez, c'est les slogans « venez comme vous êtes, parce que vous le valez bien », etc., etc. Vous voyez ce qui se passe sur les structures familiales. Taux de séparation, on est passé de 10% des naissances hors mariage en 80 à 60% aujourd'hui. Et donc, un des derniers endroits où vous avez encore de la relation hiérarchique, aujourd'hui dans la société française contemporaine, c'est dans l'entreprise. C'est-à-dire que partout, sinon, vous faites ce que vous voulez. Et vous voyez bien, ça pose plein de problèmes, les refus d'obtempérer, etc., etc. Mais où, au quotidien, vous êtes dans une relation hiérarchique, il n'y a plus que dans l'entreprise où ça existe. Et donc, on a des individus consommateurs qui sont pas forcément aujourd'hui structurés comme ils l'étaient par le passé pour accepter facilement. Et on a un management qui, dans ses modalités, n'a pas tellement évolué. Et donc, c'est pour ça que ça frotte de plus en plus. Vous vous souvenez que pendant le Covid, le président de la République nous a beaucoup parlé. Et lors d'une de ses allocutions, il avait enjoint les Français à lire, à réfléchir. Donc, vous avez vu les chiffres des abonnements Netflix exploser. Donc, tout le monde n'a pas forcément lu. Mais il y en a un paquet qui ont réfléchi. C'est un espèce de break qui leur a été offert. Je parlais du lapin tout à l'heure, on peut dire le hamster dans la roue. Ils se sont dit, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans. Bon, bah là, je bosse plus. Et je me pose un moment ce que j'ai jamais le loisir de faire. Et est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que ma vie a un sens? Et beaucoup de gens se sont dit, mais si c'est pas maintenant qu'on le tente, on le tentera jamais, d'où l'explosion des créations d'entreprises. Alors, encore une fois, peut-être des gens vont aller au bout de leurs rêves et se brûler les ailes. Regardez ce qui s'est passé dans la restauration, où les restaurateurs ont eu beau augmenter collectivement de 16% les salaires. Plein de gens ont dit, nous, en fait, là, on savait pas ce que c'était un week-end en famille. Passer le samedi avec nos enfants, tout ça, ça n'a pas de prix.
Et donc, on repart pas comme ça. Et donc, on peut se dire, bah, c'est que passager ou pas. Et dans ce cas-là, il faut faire évoluer les modes de management. Alors, ça peut vous déplaire en disant, nous, on n'a jamais bossé comme ça, etc. Mais c'est quand même une tendance de fond. Et comme en plus, vous articulez ça avec un taux de chômage à 7%, il y a le bouche à oreille, etc. Et donc, aujourd'hui, on peut bouger beaucoup plus facilement. On a vu les démissions augmenter, mais ce qui nous frappe aussi beaucoup, c'est comment aujourd'hui, les collaborateurs peuvent quitter une structure pour aller non pas chez le concurrent, mais dans un univers professionnel totalement différent. Comme le travail est moins central dans la construction de mon identité, j'étais dans la restauration, demain si je vais dans la logistique ou dans toute autre forme de commerce, il n'y a pas mort d'homme parce que c'est pas là-dedans que je construis mon identité aujourd'hui. Et donc, ces salariés vont devenir, tant que le niveau de chômage restera où il est, beaucoup plus mobiles. Et donc, les entreprises qui seront les plus capables d'assurer un mode de fonctionnement, un management qui sera relativement en face, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je le conçois, eh bien, auront sans doute un avantage acquis. Vous voyez que dans certains secteurs historiquement en tension, donc ils le sont encore davantage aujourd'hui, typiquement le bâtiment, le transport. Vous voyez des gens qui disent bah, transport au long cours, vous découchez. Les gens disent bah non, nous on ne veut plus faire ça, etc. Des entreprises aujourd'hui réfléchissent à mettre en place 6e semaine de congés payés, semaine de 4 jours, pour avoir des éléments, alors il faut le pouvoir, hein, mais avoir des éléments distinctifs par rapport aux concurrents. Parce que bien sûr, personne ne débauche chez le confrère, ça se fait pas, on a des principes, mais dans la réalité, c'est comme ce qui se passe. Et donc, quelles sont celles qui vont être capables de proposer un package qui permette un relatif épanouissement du collaborateur? Merci beaucoup. Une dernière question peut-être? Non? Écoute, on va te remercier alors. Oui. Je parle de la semaine de 4 jours. Vous voyez cette revendication monter. Ce n'est pas les syndicats nationaux qui sont à la manœuvre. Ça émane du terrain. Et nous, on l'analyse à l'IFOP de la manière suivante. C'est le lot de compensation qui est demandé par les 75% de salariés qui ne télétravaillent pas. Dans les bureaux où les chefs, eux, ils télétravaillent, on voit comment ça s'organise la semaine. Et nous, on est les derniers à être tankés sur un rythme hebdo, etc., etc. Et nous aussi, aujourd'hui, on veut avoir davantage de souplesse. Alors, j'ai des jeunes enfants, je voudrais prendre mon mercredi, j'ai des parents âgés, situation de dépendance, je suis aidant, je veux pouvoir aussi avoir du temps pour moi. Alors après, il y a le débat, hein, 4 jours, on tape les heures de 5 en 4. Si on ne le fait pas, est-ce qu'on est payé 39, 35, etc., etc. Mais donc, la montée de cette revendication sur les 4 jours, qui est encore une fois pas du tout le fait d'organisation politique ou syndicale, c'est une autre illustration de la volonté d'avoir pris sur son calendrier, sur son agenda, pour tous les salariés qui n'ont pas eu accès au télétravail. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Ah mais exactement. De toute façon, on en a discuté. C'est exactement ça. Alors moi, c'est